Du coup, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce quartier, à la fois l'histoire de Villeurbanne et tenter de faire des liens avec les États-Unis, les Amériques évidemment, puisque c'est un petit peu la commande et le sujet, d'après ce que j'ai compris. On va revenir à peu près 100 ans en arrière, à Villeurbanne, ici même, où on se trouvait à un jardin ouvrier. En effet, très rapidement, Villeurbanne est passée d'une commune agricole à une commune industrielle. C'est-à-dire que Villeurbanne, pendant des milliers d'années, c'est-à-dire que les premières installations remontent à l'époque romaine, était une commune agricole. On trouvait des fermes, etc. Et puis, Lyon, qui s'industrialise au XIXe siècle, a besoin d'espace et est vraiment saturé d'usines. Et du coup, les usines lyonnaises vont venir s'installer à Villeurbanne. Pourquoi ? Parce que les terrains agricoles sont disponibles pour l'installation des usines. À l'est de la commune, le Rhône a été aménagé et un barrage hydroélectrique installé. Du coup, on a un accès à l'électricité. Et au sud passe une voie de chemin de fer. On voit toutes les installations modernes qui permettent à une ville de se créer. Les usines s'installent, majoritairement elles sont du textile, donc là c'est encore le prolongement de la fabrique lyonnaise avec cette tradition de la soie qui vient s'installer à Villeurbanne. Et des usines de plus de milliers de salariés s'installent à Villeurbanne, ce qui fait une arrivée de population énorme. Et donc là vous pouvez regarder à la deuxième page la croissance villeurbannaise. On voit que dans les années 30, un document est publié qui montre l'augmentation de la population. Et entre 1900 et 1920-1930, on va avoir plus de 30% de la population qui augmente. Donc on a vraiment une ville qui se retrouve sans équipement, mais avec une population très importante, majoritairement ouvrière. Et là, vous reprenez à la première page. Et vous voyez que cette population ouvrière ne peut pas se loger correctement, puisque ça n'a pas été prévu. Et donc on se retrouve dans les années après la Première Guerre mondiale, dans une commune qui est mal aménagée et insalubre pour sa population. En 1924, un maire est élu, Lazare Goujon. Il a un profil un petit peu particulier. Il est d'origine ouvrière, il est né au Creusot, qui est un autre espace ouvrier, un autre bassin ouvrier très très important en France, notamment pour la métallurgie. Et il connaît les conditions de vie ouvrières. Il est socialiste, donc il va avoir cette pensée-là politique, cette idéologie. Et autre chose, sa profession, c'est qu'il est médecin. Ce qui va donner à sa politique une teinture très hygiéniste. Et ça, c'est assez important. Donc on va retrouver ces trois éléments, la préoccupation pour la population ouvrière, l'hygiénisme et le socialisme dans la construction de sa politique municipale. Sa politique municipale, elle est basée sur l'aménagement du territoire et cela passe par notamment des plans et alignements, faire des canalisations, prévoir le pavement, prévoir des écoles, des hôpitaux, etc. Donc on a toute une ville qui s'équipe petit à petit ici à Villeurbanne. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il a l'idée aussi de ces équipements publics de donner à disposition de la population un équipement assez complet qui se trouve dans mon dos, qui s'appellera le Palais du Travail. Au départ, donc, cet équipement s'appelle vraiment le Palais du Travail parce qu'il va rassembler, à l'instar des bourses du travail, etc., qu'on pouvait trouver dans les villes d'Europe, un regroupement d'équipements à destination de la population ouvrière. Ici, on a divers équipements. Le premier équipement se trouvait dans cette partie et il y avait un dispensaire d'hygiène sociale, c'est-à-dire un lieu où on pouvait venir se faire soigner gratuitement. Donc là, on voit la question socialiste et du médecin, ces préoccupations-là à travers cet équipement, qui disparaît dans les années 60. Un équipement qui n'a pas disparu, qui est extrêmement moderne pour l'époque, qui se trouve là. Vous voyez qu'il y a écrit piscine et vous voyez une photo de la piscine. Et là, c'est vraiment l'idée de soigner le corps. On voit à travers ces deux équipements une piscine moderne et chauffée. Et ça, c'est extrêmement important pour l'époque. Donc, on va pouvoir toute l'année venir s'entretenir, venir nager. Soigner aussi l'esprit à travers ce qu'il y a derrière moi, un théâtre qui sera municipal dans ses premières années et qui est destiné à du coup diffuser des œuvres culturelles. Alors au début, c'était surtout des opérettes. Les opérettes, c'est une forme de comédie musicale
Donc on a énormément de costumes, de danse, du théâtre, du chant, de la musique, etc. Et c'est ces œuvres-là qui, jusque dans les années 50, vont animer le théâtre municipal de Villeurbanne. Et puis ensuite, on a vraiment le Palais du Travail avec des salles de réunion et d'association pour les syndicats et les associations de la ville. Vous pouvez toujours voir des bannières CGT, hein, donc c'est là encore une fonction qui est toujours utilisée. Donc ce qui est intéressant dans cet équipement public, prévu dans les années 20, la fin des années 20, c'est quasiment toutes les fonctions sont encore là. Et donc là, on voit cette pensée socialiste de prévoir des équipements publics. Si je vous parle uniquement de ce bâtiment, c'est parce que c'est vraiment le départ du quartier. Ce bâtiment est prévu dès 1927, la première pierre est posée en 1928 et on a décidé de le financer grâce à un système de tombola. 2 ans après, ça ne fonctionne absolument pas, les travaux n'ont pas avancé et du coup il faut trouver une solution autre de financement. Et ça, c'est trouvé à travers des nouvelles législations juridiques et administratives qui, en 1926, permettent aux communes d'investir dans des sociétés privées et donc de créer des sociétés qu'on dit à économie mixte, avec des capitaux privés et publics. Et c'est ce montage-là qui va permettre de finir le Palais du Travail, mais aussi d'envisager la suite du quartier. C'est-à-dire qu'une société qui s'appelle Villeurbannaise d'urbanisme, la SVU, va être créée sous un modèle très moderne à l'époque aussi, pour construire ce quartier, finir le Palais du Travail et envisager cet hôtel de ville. Donc une fois que le Palais du Travail est créé et que les travaux sont mis en route, l'idée de vraiment constituer un nouveau quartier et un nouveau centre urbain va se dessiner. On décide de construire un nouvel hôtel de ville qui va vraiment être assez monumental et vous voyez que par rapport à l'architecture du Palais du Travail que vous avez observé, qui est une architecture très moderniste, assez fonctionnaliste, on peut voir des influences un peu diverses avec par exemple un peu d'art déco mais aussi du style international dans les lignes très épurées. Ici on est sur un modèle beaucoup plus classique avec des colonnes qui font référence évidemment à l'architecture antique mais qu'on retrouve dans énormément de bâtiments publics. Cet hôtel de ville, il est conçu pour montrer la puissance de Villeurbanne en tant que ville. Et en effet, pourquoi Villeurbanne a besoin de s'affirmer? C'est parce que jusqu'au début du XXe siècle, Lyon a tenté de l'annexer de nombreuses fois et d'en faire son 10e arrondissement. Du coup, ici, il y a vraiment la volonté de montrer que Villeurbanne est une ville qui compte. Et donc on choisit pour l'hôtel de ville un architecte qui est prix de Rome, plus prestigieux que celui qui répond et qui a le concours de ce Palais du Travail. Et parce que c'est l'architecte qui conçoit le Palais du Travail s'appelle Maurice Leroux et c'est un parfait inconnu. C'est quelqu'un qui est employé dans une agence d'architecture à Paris et qui répond au concours de Villeurbanne qu'il a lu dans la presse et qui est très réputé pour bien dessiner, mais surtout pour respecter les temps de construction et les coûts de construction, ce qui est très intéressant pour Villeurbanne, qui est quand même une commune qui n'a pas énormément d'argent. Pour l'hôtel de ville, on voit un style différent du coup, beaucoup plus imposant, et c'est Robert Giroux, un architecte qui est donc lyonnais, prix de Rome, reconnu, qui va le dessiner. On va du coup passer de l'autre côté et essayer d'éviter un petit peu les travaux pour rentrer dans l'hôtel de ville et parler un petit peu de l'intérieur de ce bâtiment monumental. Alors, on est ici donc dans le hall de la mairie et on voit qu'on a une décoration intérieure assez prestigieuse. On a voulu montrer, on a voulu signifier le marbre, alors c'en est pas, mais on a voulu signifier le marbre. On a voulu montrer des plafonds en caisson qui sont vraiment typiques des années 30, un assez beau lustre très art déco, et donc là on voit à travers ces décorations que l'américanisme, c'est comme ça qu'on va l'appeler dans les années 20 et 30, infuse toute la société occidentale.
Après, dire que c'est les États-Unis qui infusent à partir de l'Art déco, c'est un petit peu un renversement qui n'est pas tout à fait vrai, étant donné que l'Art déco, on le fait naître aussi en France dans les années 20. Et en 1925, il y a une grande exposition internationale qui va permettre vraiment la diffusion des arts. Et en fait, c'est les États-Unis qui vont, donc la culture des États-Unis, qui va vraiment s'inspirer de ce style et construire de nombreux monuments inspirés de ce style-là. Vous avez par exemple, page 11, le hall du Chrysler Building. Et on voit qu'on a vraiment ces mêmes idées de tonalité de couleur, du coup grand poteau, etc. On voit qu'il y a vraiment un style dans les années 20 et 30 de la modernité, du gratte-ciel et des arts déco qui est très importante. Ici, dans cette mairie d'une ville de banlieue lyonnaise, on veut faire du beau pour la population ouvrière. C'est vraiment l'idée de la construction de cet hôtel de ville. On va vouloir signifier aussi, par les nombreuses fenêtres, on va vouloir signifier la clarté et la transparence politique. Donc c'est toute une symbolique de référence aux institutions anciennes par l'architecture néoclassique, la modernité et la décoration avec ce luxe destiné à toutes les classes de la société, et aussi montrer cet idéal de transparence politique et d'ouverture, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui on peut rentrer très facilement dans cet hôtel de ville. Auparavant, il y avait l'idée de circulation entre ces deux portes que vous voyez de part et d'autre, qui ont été fermées pour des raisons de sécurité. C'est plus possible aujourd'hui de laisser un tel bâtiment ouvert. Mais il n'empêche qu'il est très facile de rentrer dans l'hôtel de ville de Villeurbanne pour venir l'admirer. On est ici dans la salle à la fois du conseil municipal et aussi dans la salle des mariages. Donc c'est une salle un petit peu mixte qu'on peut donc séparer. Autrefois, ce n'était pas cette séparation typique des années 90-2000, mais c'était un lourd rideau. Et on voit, ils ont gardé évidemment la décoration en bois qu'on trouve et qui est assez typique des années 30. Ce qui est intéressant dans cette salle, donc c'est toujours cette idée de clarté politique, elle est très illuminée, traversante, mais c'est l'instrument qui se trouve derrière moi que je voulais vous montrer. C'est un orgue pour les mariages. Et pour le conseil municipal éventuellement aussi. Pourquoi un orgue dans une salle des mariages? Là, on revient à des questions à la fois idéologiques du socialisme, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se marier à l'église où on trouvait habituellement ces instruments, puisqu'on a autant de fastes à la mairie. C'est aussi une politique un peu nataliste avec l'idée de favoriser les mariages et de rendre ces mariages attractifs à la mairie, qui est vraiment le symbole du pouvoir politique socialiste local. Ce qui est intéressant, c'est que toujours aujourd'hui, cet orgue est utilisé pour les mariages, c'est-à-dire que si vous venez vous marier à Villeurbanne, vous pouvez demander à ce qu'on joue de l'orgue et le morceau que vous voulez. Il y a 2 organistes municipaux qui continuent à exercer ici. Donc on est là dans un espace assez singulier, et toujours aussi ouvert. Vous voyez avec quelle facilité on y rentre avec cette idée d'ouverture. Du coup, là, on a marché quelques mètres dans l'avenue et on peut reconnaître une forme assez classique des centres-villes occidentaux, c'est-à-dire une voie principale, alors ici piétonne, depuis peu, on a eu des allers-retours avec cette question de la piétonisation. Mais donc une allée principale bordée de commerces au rez-de-chaussée et surmontée donc de logements. Et c'est là toute la particularité de ce projet, c'est qu'il ne s'agit pas juste de construire des équipements publics avec le Palais du Travail, la mairie, mais aussi de mettre en réseau tout cet ensemble qui constitue un véritable centre-ville avec ses commerces et ses logements. C'est-à-dire qu'est prévu petit à petit dans le projet de construire des logements. Alors c'était déjà prévu, mais on pensait au modèle HBM, habitation à bon marché. Finalement, ce n'est pas ça qui va se faire ici. Ici, ce qui va se faire, c'est des logements de la Société villeurbannaise d'urbanisme. Donc il y avait vraiment l'idée de créer un centre-ville en réseau. Et un des éléments qui est vraiment particulier de ça, c'est en fait le chauffage urbain. Donc des choses qui ne se voient pas. Donc dès 1911, Villeurbanne prend une habitude qui est très moderne à l'époque, c'est d'incinérer ses déchets.
donc de faire un traitement des déchets très contemporain et d'ajouter à ça une usine de chauffage. Et donc ils vont utiliser la combustion des déchets pour compléter avec du charbon et créer tout un réseau de chauffage. Et ça, c'est extrêmement moderne. Et où est-ce qu'on voit ce type d'équipement ? En premier lieu, c'est aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Donc là encore, on voit que les techniques des États-Unis viennent infuser et sont prises en compte et prises en considération et finalement appliquées par cette municipalité socialiste qui décide de se tenir au courant des nouvelles techniques et des nouveaux points d'urbanisme et du coup de concevoir le chauffage urbain presque comme un service public, avec cette même idée que l'eau et l'électricité, le chauffage, appartiendraient à ces questions d'énergie et qu'il faudrait que chaque foyer puisse en bénéficier. Donc en fait, ce centre-ville, il a aussi cette dimension et cette prestance grâce à cette question de réseau, parce qu'aussi avoir un chauffage central municipal, ça permet de ne pas avoir certaines caves, certaines cheminées, de construire plus facilement des toits-terrasses, tous ces éléments d'architecture qu'on retrouve aussi aux États-Unis. Donc on voit aussi l'affiliation à travers cette question des réseaux d'énergie. Ici, je vous montre cette petite boutique Bétan. Donc on voit que depuis le début du quartier, ce commerce de bouche est installé ici au gratte-ciel. Alors ça, c'est un exemple un peu singulier, c'est-à-dire qu'au début, quand sont construits les gratte-ciels, on a 1480 logements. Donc ça apporte une réponse à la crise du logement qui était très sévère à Villeurbanne, où la population ouvrière vivait dans des conditions extrêmement difficiles, beaucoup dans des taudis, c'est le terme qu'on utilisait et qu'on peut toujours utiliser aujourd'hui. Donc ça veut dire du logement insalubre qui va du bidonville au logement gardi, c'est-à-dire juste une pièce sans équipement, ni d'électricité, ni d'eau courante. Donc on apporte avec ce programme de logement très important une réponse à la crise du logement, partielle évidemment. Il faudra toujours construire plus, il y avait 80 000 habitants à l'époque. Et on veut donc créer aussi des commerces. Les logements en 1936, donc vraiment quand le quartier est construit et inauguré, 86% des logements sont occupés, donc ça fonctionne. Par contre, en fait, on se rend compte qu'il y a juste un tiers des commerces qui sont occupés en 1936. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça a été pensé dans le projet, mais pas vraiment aménagé. Et du coup, les commerces tardent à prendre. Aujourd'hui, ça nous paraît inimaginable, on voit l'animation de ces vies et de cette vie de centre-ville, mais on a une petite difficulté au début qui a été ensuite rattrapée. Et pourquoi autant de commerces et de logements ? Et pourquoi on ne donne pas le statut de HBM, donc habitation à bon marché, de logement social à ces logements au départ ? C'est parce qu'en fait, il faut rembourser les frais investis dans la SVU de la société à économie mixte. Il faut rembourser ces capitaux privés qui se sont venus se greffer à la société, à la mairie. Du coup, ces loyers des commerces et des logements sont prévus pour rembourser petit à petit les frais investis pour la construction du quartier. Donc la SVU gère et organise depuis le début ce quartier est toujours là. Dans les années 90, il y a un changement, c'est-à-dire qu'on a besoin de réparer, de rénover, de isoler tous ces logements à l'intérieur et l'extérieur. Et du coup, on va faire basculer ces logements dans du logement social classique et deviennent des HLM dans les années 90. Et donc aujourd'hui, on a un centre-ville avec un parc de logements 100% logement social. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas venir acheter un logement ici. C'est toujours la SVU, la Société Villeurbannaise d'Urbanisme, qui gère et qui administre ces logements sociaux. Et donc là encore, on voit la volonté de faire d'une ville une vitrine populaire, etc. À la différence aussi de Lyon, qui était réputée pour être la bourgeoise, Lyon la bourgeoise. On va continuer, on va parler un peu aussi plus d'architecture. On va du coup rentrer vers l'appartement témoin. Ici, on est dans le hall d'une des deux tours des gratte-ciel. On voit encore cette décoration très art déco, on voit les carreaux d'origine. Et puis un petit mot sur les ascenseurs qui permettent de construire, d'envisager de construire aussi haut. À l'époque, on ne va pas imaginer construire 19 étages sans avoir les moyens de monter ces 19 étages. Et donc là encore, c'est un élément de modernité très prégnant que d'avoir
ascenseurs dans tous les logements au gratte-ciel. Alors bienvenue dans l'appartement témoin des gratte-ciel. On rentre ici dans la cuisine de ces appartements et on voit un peu un modèle type d'appartements qu'on pouvait trouver comme au moment de la construction, donc de l'inauguration dans les années 1930 et l'inauguration c'est en 1934. Donc dans cette cuisine, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu tous les équipements de la modernité destinés plutôt à des classes populaires. Donc par exemple, on voit qu'il y a des radiateurs, le chauffage central. On a aussi un évier avec de l'eau chaude et de l'eau froide, donc les deux robinets. On a de l'électricité. Et enfin, on avait aussi dans chaque appartement une gazinière, donc soit au gaz, soit électrique. Et donc ça, c'est vraiment un élément assez intéressant, c'est que pour éviter les fumées individuelles dans les appartements, avec des poêles à charbon, ce qui était d'usage à l'époque dans les années 1930, on va décider de mettre des gazinières pour permettre d'éviter ce type de fumée. Donc on a vraiment l'idée de cette modernité-là. Alors on nous dit souvent qu'il n'y avait pas de réfrigérateur dans les appartements des années 1930 et en effet c'est un équipement qui coûtait presque un mois de loyer, donc on ne s'achetait pas un réfrigérateur si facilement, il y en avait extrêmement peu. Donc voilà, on est vraiment dans un espace qui va mettre en valeur la modernité avec ces cuisines individuelles qui sont extrêmement modernes pour l'époque. Du coup, un équipement qui est aussi exceptionnel pour ces appartements, c'est de bénéficier d'un cabinet de toilette individuel. Donc avec, généralement, il y avait 2/3 des appartements qui avaient ce type de cabinet de toilette, de salle d'eau, avec un lavabo et un toilette individuelle, ce qui est aussi très rare, surtout pour des appartements destinés aux classes moyennes et populaires à l'époque. Il faut savoir que jusqu'en 1950, il n'y a pas les 2/3 des appartements en France qui bénéficient d'un toilette individuelle. Donc là encore, 20 ans avant, on est dans une très très grande modernité. Donc on est ici dans le salon qui va montrer un petit peu différents équipements et meubles qu'on pouvait trouver dans les années 1930 en France. Et on voit du coup un peu tous les équipements modernes de l'époque. Alors là, ça fait un petit peu comme un catalogue avec le téléphone, l'appareil photo, et aussi pour tout ce qui est sonore, un phonographe avec un disque et une radio. Alors ça, c'est des équipements, d'avoir tous ces équipements coûtait très cher à l'époque, surtout pour les familles de classe moyenne ou populaire à qui étaient destinés ces appartements. Du coup, c'est plutôt pour montrer les différents équipements qu'on pouvait trouver. Et par exemple, on pouvait trouver un téléphone dans un des appartements qui servait de manière un petit peu collective. Par contre, ce qu'on trouvait quasiment généralement dans tous les foyers, c'est une radio. La radio était très écoutée à l'époque, c'était vraiment le média de référence. Donc là, on a traversé l'appartement pour se rendre dans la chambre. Et donc, on a un peu une idée de la taille de ces appartements qui est assez réduite. Là, on est sur un appartement qui fait à peu près 40 mètres carrés et la majorité des logements faisaient cette taille-là, donc étaient des T2. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc on voit qu'en fait c'est une forme de norme qu'on a à l'époque et on imaginait tout à fait qu'une famille puisse vivre dans ces petites surfaces. Ici on est donc dans la chambre où on va retrouver certains équipements, donc le lit monumental et ses édredons. On retrouve aussi, on voit qu'il y avait vraiment le chauffage dans chacune des pièces, l'électricité, etc. Donc on est à nouveau dans cette question du confort. Ici, on est dans un redent, c'est-à-dire un creux dans les façades des gratte-ciel. C'est prévu qu'il n'y ait pas de façade droite pour permettre de faire plus de fenêtres, aussi de ne pas avoir de cour intérieure. Et donc c'est toujours cette idée hygiéniste de faire circuler l'air et la lumière. Et encore avec cette idée d'hygiénisme, des gradins ont été construits pour les étages supérieurs, c'est-à-dire que les étages supérieurs sont de surface décroissante, ce qui permet de faire rentrer la lumière au fond de la rue. Ça aussi, c'est encore une fois un élément qu'on retrouve pour les bâtiments de grande hauteur, assez rare en France, mais très connu aux États-Unis.